C'est l'heure de 64 débats. Faut-il parler d'un pas historique? Les députés français ont voté une version amendée du projet de loi sur la restitution des biens culturels pillés pendant la colonisation. Qu'en est-il en Belgique? On va essayer d'élargir ce soir avec nos invités que je vous présente. Catherine Morin-Desailly, bonsoir et bienvenue. Sénatrice de la Seine-Maritime en France, rapporteure sur le projet de loi qui vise donc à faciliter la restitution de biens culturels spoliés à d'autres pays. Bénédicte Savoie, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes historienne de l'art, auteur avec Felwine Sarr du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. En plateau, Joël Zouna, bonsoir, bienvenue. Doctorant en histoire des collections, en histoire des institutions artistiques et culturelles et en économie de l'art. On va parler de votre thèse tout à l'heure. On verra que c'est très intéressant. On ira du côté de Chicago, en direct de Bruxelles. Marie-Sophie de Sipel, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes juriste spécialiste du patrimoine culturel, professeur à l'UC Louvain. Vous avez participé à la loi belge sur les restitutions. Intéressant. Nous comparons évidemment Catherine Morin-Desailly. Cette loi cadre a été adoptée lundi par l'Assemblée nationale, texte modifié par plusieurs amendements qui devraient être examinés dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire pour harmoniser les positions entre sénateurs et députés. Alors pour commencer, qu'on comprenne bien, que dit cette loi? Qu'est-ce que ça change? Elle change beaucoup. C'est une loi qui fait vraiment étape dans l'histoire de nos musées, dans l'histoire de nos collections. Elle fait partie d'un triptyque dont deux lois ont déjà été votées. Une loi de restitution des biens spoliés pendant la dernière guerre mondiale aux Juifs. Et puis une loi dont j'étais à l'origine de restitution des restes humains aux États étrangers. C'est donc le troisième volet pour lequel les différents ministres de la Culture s'étaient engagés. Ça fait date pourquoi? Parce que ce sujet, on en reparlera, n'était pas une évidence. J'ai vu les mentalités beaucoup évoluer depuis que je me suis intéressée pour la première fois à des restitutions. C'était les restitutions des têtes maories à Nouvelle-Zélande dans les années entre 2006 et 2010. C'était pas acquis. Là, c'est un vote à l'unanimité, même s'il y a des amendements, donc, on va en parler. Ça c'est dire à quel point les choses ont évolué et dans le bon sens. On peut s'en réjouir. Votre réaction, d'abord, vous êtes d'accord? Est-ce que ça a évolué? Et que pensez-vous de cette loi, vous qui suivez, Joël Zouna, ce dossier de très près? Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à Madame la sénatrice Morin-Desailly en coulisses, c'est qu'on salue dans le monde de la recherche cette initiative et cet assentiment quasi transpartisan qui a donné lieu au vote, comme vous le mentionnez, malgré les amendements ou avec les amendements de cette loi que j'estime en tout cas historique. On peut remonter à 2002 où lorsqu'on restituait justement la dépouille, alors il existe encore des débats sur le fait que ce soit effectivement la dépouille ou non de Saartjie Baartman, aussi dénommée la Vénus noire. Là, le sujet ne se posait pas. Ce n'était pas un sujet au sein de la recherche, ce n'était pas un sujet au sein des institutions muséales. Aujourd'hui, c'est presque incontournable, si vous voulez. La question de la provenance liée à ce sujet est devenue quasiment centrale quand il s'agit d'acquisition, quand il s'agit de circulation et quand il s'agit d'exposition. Alors, le chiffrage des œuvres concernées en France par une restitution n'est pas encore établi. C'est Bénédicte Savoie qui nous le dit. Mais selon vous, Bénédicte Savoie, eh bien, il y a ce chiffre, 69 000 pièces. Ça, c'est ce qu'on a au musée du Quai Branly. Eh bien, sur ces 69 000 pièces, deux tiers des œuvres sont arrivées pendant la colonisation française en Afrique. Elles sont donc concernées par cette loi? Cette loi est absolument historique. Elle ouvre vraiment la voie à une navigation nouvelle de ces questions de restitution. Les pays africains réclament leurs biens depuis les indépendances. On est 60 ans après et enfin, le cadre maintenant est donné pour qu'on puisse avancer. Vous avez évoqué le chiffre de 69 000 pièces d'Afrique au sud du Sahara au seul musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres du musée du Quai Branly lui-même, qui est d'ailleurs très transparent sur ses collections. Elles sont accessibles en ligne. Et en effet, les deux tiers ont non seulement été acquis ou pris ou transférés pendant la période coloniale, mais ils ont été transférés des colonies françaises. Ils ne sont pas venus des colonies britanniques ou belges, etc. Donc il y a vraiment une congruence entre le moment où c'est venu, la période coloniale, et le lieu d'où c'est venu, c'est-à-dire les colonies françaises. Et on peut dire que toutes ces pièces-là, en effet, sont le signe qu'il y avait une mainmise, en tout cas, ou une possibilité très facile pour la France de se servir, entre guillemets. Et les commissions qui ont été évoquées à l'instant seront celles qui
attesteront ou non du consentement des populations qui ont été dépossédées à l'époque. Alors, je vous propose maintenant de retourner un peu en arrière. En 2017, c'était là que Emmanuel Macron avait entamé ce débat. C'était devant les étudiants de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. On écoute le président français. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Voilà, Catherine Morin-Desailly, 6 ans ont passé. Est-ce que tout de même, ce n'est pas trop peu et trop tard, cette loi? Il a fallu du temps pour construire le texte, les textes, qu'il y a eu 3 textes, je tiens à le dire, que ce travail avait commencé, je tiens à le dire, au Sénat. 2002, la restitution de la Vénus sans entente, on l'a doit à un de mes collègues, Nicolas Abou, qui avait pris cette initiative avec une loi d'espèces, comme j'avais pris cette initiative avec la loi, quelques années plus tard, de restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande. Donc ça a pris du temps à construire Alors cette ça, c'est pour le temps, mais je dis trop peu parce qu'il y a quand même des bornes temporelles. Oui. Ça va de 1815, avec le traité de Paris et la chute de Napoléon, jusqu'à 1972. C'est la date de l'entrée en vigueur d'une convention à l'UNESCO, à l'ONU. Ça restreint quand même le champ d'application. Ça correspond grosso modo au Deuxième Empire colonial. C'est une première étape. Je tiens à dire que seront concernés toute une série de biens, principalement justement issus des colonies d'Afrique, mais pas seulement. Au départ, le texte était très circonscrit à l'Afrique. Nous avons voulu qu'il soit universel. D'abord, c'est très important. Et il y a ce sujet-là, la plupart des demandes proviennent de cette période-là. Par une convergence de faits, on pourra assez facilement établir l'illécité dans le cadre desquels ces biens ont été apportés en France, ce qui n'est pas le cas de tous les biens, mais là, il y a convergence totale. Dans la période qui précède, avant 1815, qui est la période avant laquelle les musées, tels que nous les connaissons, les collections publiques se sont établies à partir de la Révolution française, c'est plus aléatoire et plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupera pas de ce sujet-là, sans doute avec des lois d'espèces, parce que les lois d'espèces continueront à exister et il le faut, mais le cadre simplifié mais rigoureux, qui pourra se mettre en place avec ces bornes, va être une première étape déjà fondamentale pour vérifier comment tout ce travail va pouvoir s'effectuer. Alors, on n'a pas dit, mais ce qui est important, ce qui change avec cette loi, c'est qu'avant, il fallait une loi pour rendre un seul objet, une seule œuvre d'art. Désormais, il faut un décret présidentiel, c'est bien cela, en tout cas un décret gouvernemental. Direction la Belgique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est encore Non, ça reste encore plus. Je ne peux pas vous laisser dire Alors, ça. Non, mais dites-le nous. Le travail du Parlement, ça a été d'établir, parce qu'il se dessaisit de son droit à aliéner les œuvres, c'est-à-dire les sortir des collections publiques. C'est son droit à lui, ça lui appartient. Donc, il confie à une commission nationale des collections qui va être instituée au sein du Haut Conseil des musées de France. Ah oui, c'est très compliqué. Le pouvoir... Oui, mais il faut étudier, bien entendu, les demandes pour que la demande soit authentique et vérifiée. Donc, il y a un comité scientifique bilatéral du pays demandeur, du pays de la France. Voilà, il y a tout un travail méthodique. Et après intervient le décret. D'accord. Alors, la Belgique. Marie-Sophie de Clipel, la Belgique, elle a été pionnière en Europe avec l'adoption d'une loi cadre dès 2022. C'était tout de même il y a 4 ans. Que dit cette loi et est-ce qu'il y a une spécificité belge ? Oui, merci. Alors la loi belge, effectivement, elle a déjà presque 4 ans. Elle est similaire à la loi française. La loi française, d'ailleurs, ne se cache pas de s'être inspirée de la loi belge, si j'ai bon souvenir. Mais elle est quand même différente. Donc la loi belge, elle vise vraiment uniquement les anciens territoires coloniaux belges. Donc c'est le Rwanda, le Burundi et le Congo. Elle vise à une période temporelle plus restreinte. Vous en avez parlé juste avant. Chez nous, c'est de 1885, soit le début de l'État indépendant du Congo, jusqu'en 1960-1962, date des indépendances, donc plus circonscrit. Et, grande différence aussi, elle travaille avec un accord bilatéral. Donc, pour que la loi de 2022 soit réellement d'application, il faut un traité bilatéral entre la Belgique et le Rwanda, entre la Belgique et le Congo ou entre la Belgique et le Burundi. Et ces traités, pour l'instant, on n'en a pas.
alors que la loi française, qui, elle, vient d'être votée, pourra plus rapidement être appliquée avec la procédure qu'elle prévoit au sein de sa loi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les pièces les plus emblématiques que la Belgique a déjà rendues? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Justement, c'est peut-être des paradoxes, c'est qu'on a fait une grande avancée avec cette loi. Comme la France a un signal démocratique fort, ce que je trouve important, une majorité du Parlement a voté pour cette loi de restitution, mais en même temps, on n'a pas encore pu beaucoup restituer. Alors les quelques exemples, ben oui, vous les voyez là, c'est le masque Kakungu qui a été remis par notre roi Philippe lors de sa visite le 30 juin 2022 au président Tshisekedi. Mais il ne s'agit pas d'une restitution au sens juridique à proprement parler, c'est un prêt à durée indéterminée. Ce qui a pu donner un message peut-être mixte sur, d'une part, on rend matériellement l'objet, mais juridiquement, la propriété n'a pas encore été remise, précisément parce qu'il n'y a pas encore cet accord bilatéral. C'est la différence entre la restitution physique et la restitution juridique. J'aimerais vous citer quelques exemples en France, désormais, d'œuvres rendues, en tout cas, ou de biens, jusque-là conservés dans les collections nationales françaises. Les 3 crânes rendus à Madagascar, officiellement le 26 août 2025. Ça, ce sont donc les crânes malgaches. On en a aussi beaucoup parlé. Ce sont les 26 œuvres du trésor d'Abomey, butin de guerre du général Dodds, des pièces exceptionnelles pillées par les troupes coloniales à la fin du 19e siècle, qui sont rentrées en France en 2021 au Bénin, et puis le sabre d'Id el-Hadj Omar Tal, rendu au Sénégal en 2019. On va peut-être se tourner vers vous. Cher Joël Zouna, vous avez une thèse qui nous fait voyager, si je peux le dire comme ça, même si on voyage parfois dans les douleurs de l'histoire. Il est question donc d'Afrique, du Cameroun en l'occurrence, d'Allemagne et de Chicago aux États-Unis. Racontez-nous. Exactement, comme vous veniez de le mentionner, on commence à la fin du 19e siècle, à l'époque où le Cameroun est encore une colonie allemande. On part d'un corpus de biens culturels qui ont été rassemblés par des administrateurs, des scientifiques, des journalistes, mais en tout cas d'un ensemble de personnes qui bénéficient de l'administration coloniale allemande et qui se retrouvent dans le port de Hambourg au début du XXe siècle et qui sont intégrés dans les collections d'un musée qui est aussi une maison de vente, qui est aussi un institut de recherche qui s'appelle JFK Umlauf et qui sont acquis juste après la Première Guerre par le Field Museum de Chicago. On parle d'un corpus d'à peu près 3000 objets, de 600 photographies, d'archives écrites et de restes humains qui sont conservés depuis quasiment un siècle et qui n'ont jamais été étudiés. Est-ce que les États-Unis pourraient rendre des œuvres au Cameroun? Alors, de ce que j'ai compris de ma dernière mission de recherche aux États-Unis, ils sont complètement ouverts. Il y a une communauté camerounaise avec laquelle ils collaborent assez régulièrement. Alors, aux États-Unis, il n'y a pas de cadre législatif qui entoure, en tout cas, la restitution entre les États-Unis et un autre pays, même si en interne, justement, il existe un acte fédéral qui a été pris pour les cas de restitution avec les peuples natifs. J'aimerais juste me tourner vers vous parce qu'on parle beaucoup, c'est compliqué, hein. Il y a les œuvres d'art, vous l'avez dit, par exemple sur la Belgique, au Congo, il y a la dent de Patrice Lumumba, l'ex-héros indépendantiste congolais. Les biens militaires, j'aimerais vous entendre là-dessus, et ça concerne beaucoup l'Algérie. On va voir par exemple le sable de l'émir Abdelkader, le consulaire aussi, que les habitants de Brest voient souvent. Il est appelé Baba Merzoug, hein. Il est dans le port militaire de Brest, en Bretagne. Il a été installé en 1833. Tout ce qui est militaire, ça ne peut pas être rendu? Ou c'est plus compliqué là encore? Tout dépend ce qu'on entend par militaire. D'abord, on va s'appuyer sur les instructions de l'époque. Correspondant au conflit de l'époque, quelles étaient les instructions militaires par rapport à la prise de guerre qui comportait parfois des armes, des canons, etc. Mais en marge de ces conflits, il y avait parfois du pillage aussi qui pouvait être exercé par certains soldats, il faut bien le dire. Donc ça pouvait être considéré comme prise de guerre militaire. Donc ça sera la commission justement que nous avons construite pour établir justement pour chaque objet sa provenance, son histoire, les circonstances et de déterminer ou non si c'est un objet purement militaire qui correspond aux autorisations à l'époque dans le cadre des traités internationaux. Alors voilà, donc c'est assez subtil, mais c'est une nuance que le législateur a voulu apporter. Au démarrage du texte,
le gouvernement voulait qu'il y ait une exemption totale, une exception totale des biens militaires. Nous n'avons pas voulu ça. Nous avons voulu introduire de la nuance et justement éviter les histoires de pillage. Alors, vous avez dit le mot déterminé, c'est intéressant. Vous allez voir à propos de détermination, si l'on peut dire. Je vous propose de partir à Manchester et à son muséum avec, en décembre dernier, un Africa Hub qui a ouvert ses portes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est très intéressant, j'imagine, pour vos recherches. Une plateforme en ligne, donc, dédiée à ce que le musée ne sait pas. Et oui, 40 000 artefacts de ces collections africaines restent des mystères. Le nom, la fonction de ces objets sont inconnus. Et à travers cet Africa Hub, le musée avoue ses limites et demande officiellement de l'aide. Voici l'extrait du reportage de notre équipe en Angleterre, Marie Billon, Laura Camus. Chief Oke Ikeme et Bonaventure Oti ne sont pas des visiteurs comme les autres. Dans ce musée de Manchester, on ne fait pas que regarder les objets, on aide aussi à les identifier. Membres de la communauté Igbo, originaire du sud-est du Nigeria, ils ont répondu à un appel inédit, compléter les informations manquantes sur les collections. Et face à cet instrument, pas besoin de longues recherches. On nous a demandé de venir identifier ces objets. Dès que je l'ai vu, j'ai dit « ça c'est un Ngelenge ». Et mes collègues ont confirmé « oui, c'est bien un Ngelenge ». Un savoir qui ne s'écrit pas toujours dans les livres, mais qui se transmet par l'expérience et la mémoire. C'est un instrument qu'on trouve sur les places du village. Il n'appartient à personne. On le laisse là pour que les enfants puissent jouer. Comme ces membres de la communauté Igbo, tous les visiteurs sont invités à participer en remplissant ce formulaire et enrichir l'histoire des objets. Car au total, plus de 40 000 pièces africaines sont conservées, souvent mal documentées. Un professeur d'histoire nous a dit que ce chapeau ressemblait à un objet du royaume du Congo. Il a laissé ses coordonnées pour que nous puissions le recontacter. Des objets hérités de l'époque coloniale, certains achetés, d'autres pillés ou pris de force, avec une question en filigrane, faut-il rendre certains de ces objets? Plutôt que de se concentrer sur ce que l'on connaît déjà, on met en avant ce que l'on connaît moins. C'est là toute la force du projet. Et ces discussions peuvent mener à des demandes de restitution. Le musée est d'ailleurs en contact avec plusieurs communautés en Afrique et d'anciennes colonies britanniques pour redonner à ces objets leur histoire et leur voix. Bénédicte Savoie, une réaction peut-être. Est-ce que ça existe en France, ça, des œuvres dont on ne connaît pas l'origine? Bien sûr, toutes, pratiquement. On connaît leur origine sur le papier, on sait qu'elles viennent en gros de telle ou telle région, mais pour la plupart des objets, on ignore dans quelles relations sociales ils étaient avec les communautés qui ont été dépossédées, on ignore leur vie propre, leur langage, et c'est pour ça qu'on demande les restitutions, c'est pour ça que c'est bien, c'est un geste vers l'avenir pour reconnecter ces pièces avec leur région d'origine. Et je voudrais réagir un tout petit peu à ce qui a été dit avant, si vous me permettez, Bien sûr. parce que ça sonnait vraiment compliqué, on parle de commission, de procédure, et moi-même, qui pourtant suis dans la matière, en vous écoutant, je me disais, oulala, quelle horreur, ça a l'air pire qu'avant. Non, il faut quand même rappeler que cette loi-là, malgré toutes ces complications, elle rend quelque chose de possible, la restitution qui avant était impossible. On est passé du mur du non au mur du oui, ou à l'ouverture vers le oui. Et ça, c'est hyper important. Donc, pour tous ceux qui se sentiraient frustrés en écoutant les questions d'amendement, etc., on dit il y a un grand changement historique qui s'est passé. Il y aura eu un avant et il y aura un après cette loi, malgré toutes les procédures qu'il faudra suivre. Et vous êtes tous d'accord sur ça, j'imagine? Oui, je répondais juste parce que vous avez mis le fait qu'il y avait qu'un décret. Oui, non, bien sûr, vous m'avez repris, vous avez bien fait. Et je suis d'accord, c'est un pas immense en J'avoue que j'ai pensé que c'était beaucoup plus simple. C'est le côté positif qu'il faut retenir. Mais c'est un pas en avant, tout est relatif. C'est l'histoire du verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. J'aimerais vous entendre, parce que le temps file juste, sur la question de ce qu'on appelle la capacité. Joël Zouna, il y a aussi, et je ne sais pas si cette loi le prévoit ou pas, de dire qu'il faudra vérifier si l'État récipiendaire, enfin en tout cas qui
retrouve son bien, a les capacités non seulement d'accueillir le bien, mais de le conserver dans les conditions optimales. Alors absolument, vous faites bien de le souligner, parce que c'était une des recommandations du rapport Martinez qui suit justement le rapport qu'avait coécrit Bénédicte Savoy et fait Louis Sarr, et c'est beaucoup revenu en début de semaine. Mais vous, ça vous choque ou c'est normal? Moi, je dirais qu'à partir du moment où on décide de restituer, il ne faudrait pas faire ingérence dans un autre territoire à demander si les conditions sont réunies pour accueillir ces œuvres selon les standards que nous avons fixés. Il y a quelque chose d'un peu néocolonial dans cette façon de voir. Marie-Sophie de Sipel, en Belgique, qu'en est-il du côté du royaume chez vous? Est-ce qu'il y a cette question qui se pose justement quand on rend une œuvre à la République démocratique du Congo, au Burundi ou encore au Rwanda? Non, cette question n'a pas été prise en compte. Donc la condition, enfin, de conditionner la restitution, en fait, ça a été justement une option qui n'a pas été prise, précisément pour éviter ce que vous dites, une intervention néocoloniale, d'aller encore toujours suivre là où le bien va finalement atterrir et de quelle manière il sera conservé. Donc ça, c'était vraiment une démarche, voilà. Et sur la démarche du Manchester Museum, est-ce qu'en Belgique, vous aussi, évidemment, vous avez de nombreuses œuvres dont on ne connaît pas la provenance, l'origine, l'utilisation, par exemple, sociale, économique de tel ou tel bien? Absolument. Alors, sur ce qu'a dit Bénédicte, évidemment, je la suis 100%. Pour ce qui est plus précisément la provenance juridique, donc de vraiment savoir d'où provient juridiquement le bien, quelles sont les conditions d'acquisition, là aussi, il y a un grand vide. Il y a énormément d'œuvres où on ne sait pas très bien, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas d'histoire, on ne sait pas exactement quelle est sa trajectoire. Et donc là, il y a toute cette zone grise qui mérite aussi une attention et de savoir quel est le vers où on va restituer, comment est-ce qu'on se positionne quand on ne sait pas en fait. Exactement. Quelle est la preuve qu'il faut apporter? Et donc là, il y a un intérêt à partir d'un critère d'acquisition illégitime, qui est le critère belge, et qui pourrait permettre des restitutions, même si on ne sait pas très bien la provenance. Catherine Morin-Desailly. En même temps, c'est tout un travail qui s'engage dans nos musées qui n'avaient pas du tout cette habitude. Nos conservateurs, c'est nouveau. Ils faisaient des expositions, l'événementiel, etc. Ils conservaient pour conserver, pardonnez-moi de le dire. Mais cette histoire de provenance et de traçabilité n'était pas quelque chose de naturel. Et c'est en train de changer. Nos jeunes générations sont très intéressées par et très demandeurs de ces sujets. Donc on voit que même qu'à l'Institut national du patrimoine, il y a des modules de formation sur ce sujet qui sont introduits. Donc s'engage tout un travail aussi de recherche de provenance. Donc ça va aussi être... C'est un mouvement nouveau, ça. Donc il faut le souligner. Par ailleurs, je voudrais dire qu'il y a la restitution, voilà, le transfert de propriété, mais il y a aussi qui s'enclenche, et il faut l'encourager, tout un dialogue interculturel régénéré qui doit se développer. C'est important, ça. Les liens, les coopérations, les prêts d'objets, la circulation des œuvres et des expositions, les projets conjoints, on doit les susciter, ça doit faire partie, ça doit être l'occasion en réalité, de la démarche. Parce que pour avoir contribué à restituer les têtes maoris à la Nouvelle-Zélande, avec la Nouvelle-Zélande et ma ville, la ville de Rouen, ça n'a pas été la fin d'une histoire, ça a été le début d'une nouvelle coopération incroyable avec des résidences d'artistes qui sont venus de notre muséum, et maintenant on a beaucoup de projets en partage c'est une très belle chute, et ça. en développement. C'est ça qui est l'intérêt, c'est les peuples qui se rejoignent. C'est la peuple qui se rejoignent, en effet, il passe pas une rupture. Merci beaucoup Catherine Morin-Desailly, Bénédicte Savoy, Joël Zuna, et merci également à Bruxelles à Marie-Sophie de Sipel de nous avoir accompagnés tout au long de ce débat, même si évidemment on aurait beaucoup aimé vous entendre davantage, mais on vous réinvitera les unes et les autres. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité à TV5 Monde. Demain, vous avez rendez-vous avec Estelle Martin. À lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.